Bonjour. Donc moi, ma question s'adresse à Madame Eudes. Peut-être juste vous présenter. Oui, pardon. Aurore avant de- Bézès, Logrami, Loire Grand Migrateur, donc l'autre association sur la Loire. J'étais intriguée simplement par des chiffres qui ont été annoncés. Vous disiez que 52% des cours d'eau étaient en bon état écologique, mais seulement 6 masses d'eau sur 26 sur le Rhône. Ça veut dire qu'à lui seul, il concentre un peu la problématique bon état écologique. Ça marche ? Ouais. Alors 52%, c'est effectivement le chiffre pour le bassin. Donc sur un nombre de masses d'eau, je ne sais plus combien. Tu connais le nombre ? 3000. Effectivement, les masses d'eau du Rhône, il y en a peu en bon état, du fait en fait des problématiques par rapport à la morphologie. Ce que je disais, c'est un fleuve très aménagé et de fait, voilà, il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Il y a seulement, je crois, 6 masses d'eau naturelles, les autres sont des masses d'eau modifiées. Donc avec une façon d'évaluer le bon état un peu spécifique, on parle plus de beau potentiel que de bon état. Voilà, mais pour autant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'état et donc on a de quoi faire encore des projets à mener. Et j'avais une autre question. Dans votre programme ambitieux, là, vous avez 11 ouvrages de programmés en restauration. C'est sur les 180 prioritaires ou c'est sur un autre référentiel ? Et comment vous les avez choisis ? Non, je pense qu'ils font partie de la liste des 180. Donc ils sont choisis sur la base un peu du croisement des différentes stratégies. Il y avait la stratégie de faire remonter l'anguille le plus haut possible sur le Rhône. On voit qu'aujourd'hui, elle remonte jusqu'à Lyon. Et donc, en gros, il y a encore en fait les passes de Valabrègue, de Beaucaire. Enfin, je pourrais vous donner la liste des... Et on regarde aussi, du coup, c'est beaucoup d'ouvrages gérés par la Compagnie nationale du Rhône, donc on regarde aussi qu'est-ce qui est possible et faisable dans les temps impartis avec les budgets. Voilà, mais on a quand même, on peut dire, progressé, aménagé pas mal de passes, mais voilà, il en reste à faire. Et à la moitié du chemin, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Excusez-moi, Gérard Crespo, vice-président trésorier de la Fédération de pêche de la Drôme. J'ai une question bête. Excusez-moi, mais j'aime bien savoir de quoi on parle. Donc, dans le PNMA, c'est, je crois, Marine. Oui. Vous parlez d'action SMART. Moi, je connais la voiture, je ne connais pas ce que c'est l'action SMART. Il n'y a pas de souci. En fait, donc je suis Bénédicte Valadou, je suis chef de projet sur justement les poissons amphihalins à la direction de la stratégie pour la biodiversité de l'OFB. Et Marine m'appuie notamment en étant la chargée de mission sur le plan national migrateur amphihalin. Donc SMART, en fait, c'est un terme qui vient effectivement de l'Europe. C'est ce que demande en fait l'Union européenne pour tous les plans. Ça veut dire, c'est de l'anglais, mais en gros en français, ça veut dire que ce sont des actions qui sont qu'on peut suivre, qui sont mesurables, qui sont atteignables dans le temps et qui sont réalistes. Voilà. D'accord. Donc on prend le terme dans le sens de l'anglais, quoi. C'est voilà, parce que SMART, ça veut dire suite d'initiales. Ça veut dire intelligent en anglais et ça fait un bel acronyme. Et voilà. On est d'accord. Merci beaucoup. C'est pour ça. Puisque j'ai le micro, donc Jean-Claude Monet, vice-président de MRM et de la Fédération de la Drôme. J'ai entendu parler, alors qu'on ne veut pas en parler, par l'Adréal, de l'esturgeon. C'est quelque chose qui me tient à cœur souvent. J'en parle. J'ai été président également de MRM. Nous avions fait une petite étude sur le Rhône à une époque, en 2003, il me semble. Et l'esturgeon, bien entendu, à l'époque, on n'avait pas de possibilité, a priori, à ma connaissance, de le réintroduire, compte tenu qu'on n'arrivait pas à sa reproduction d'alevin. Aujourd'hui, alors je rappelle
à tout hasard, au risque peut-être de me tromper sur les dates, que jusque dans les années 1970, il était présent sur le Rhône. C'est pas si vieux que ça. Pour les jeunes, c'est peut-être vieux, mais pour un vieux comme moi, c'est pas si vieux que ça. L'esturgeon est un poisson qui valoriserait le bassin du Rhône formidablement. Aujourd'hui, il est, à ma connaissance aussi, il a été reproduit, il s'est reproduit, ils ont réussi à le faire reproduire, les Albins, en Aquitaine ou dans ces coins-là. Et en tout cas, il a été réintroduit sur la façade atlantique. Est-ce qu'on n'oublie pas ça? Est-ce qu'il y a une possibilité, à un moment ou à un autre, de penser à ça? Alors, je suis heureux aussi qu'il y ait quelqu'un qui remplace Mme Longjaret. Voilà, merci. Pas forcément avec la même acuité technique, mais bien, bon. Ça viendra peut-être, oui. Alors, j'ai effectivement recherché dans les archives des plagiépomies antérieures à quel moment on a cessé de parler de l'esturgeon dans le plagiépomie. Je crois pas me tromper si c'est celui qui s'achevait en 2009, qui a... Ceux d'après ont résolument oublié d'en parler, ou volontairement ou pas, mais en tout cas acté le fait que c'était plus dans les priorités en tout cas du plagiépomie, qui voulait se concentrer sur des espèces qui étaient encore présentes sur le bassin en Méditerranée, dans des situations qui n'étaient pas forcément les plus favorables et qui ne le sont toujours pas. Alors, moi je ne suis pas connaisseur de ce que vous évoquez en termes de repeuplement, etc. Mais j'ai entendu parler de ce genre de débat il y a quelques années de ça. Mais aujourd'hui, je veux dire, on a beaucoup à faire déjà sur les espèces comme l'anguille, par exemple, qui est dans une situation très fragile. La lamproie, qui est pas une espèce disparue, mais qui pourrait l'être très prochainement. Et puis la lauze qui, bon an, mal an, on arrive à restaurer quand même des choses, mais qui nécessite une vigilance importante. C'est pour ça que je pense que le plagiépomie aujourd'hui se concentre sur ces trois espèces-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier que l'esturgeon était en place, ça ne veut pas dire qu'il faut être à l'écoute des initiatives qui sont prises ici et là. Voilà. Après, je pense que les opérations de réintroduction de l'esturgeon méritent de toute façon d'être dans les bassins qui sont volontaires, en tout cas, d'être évalués et de voir si c'est quelque chose de viable. On verra ensuite si les plagiépomies postérieures s'empareront de ce sujet. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je me permets d'intervenir. Est-ce qu'il y a par hasard un représentant de Migado dans la salle ou pas? Je ne sais pas s'ils sont là, Migado. Non, on n'a personne. Non, parce que en fait, l'esturgeon, comme vous le savez, fait partie d'un plan national d'action également, qui est porté par l'ADREAL Aquitaine. Migado, une association migrateur donc de Dordogne, le porte également pour certaines actions. Et donc, dans le plan d'action, il n'est pas précisé, enfin c'est un deuxième plan d'action d'ailleurs, et il n'est pas précisé qu'il va y avoir des déversements dans d'autres bassins, puisque pour l'instant, en fait, le plan, c'est la restauration de l'esturgeon européen dans le bassin d'origine. Bon, le plan a de beaux résultats, voilà, excusez-moi, a de beaux résultats, puisque aujourd'hui on voit revenir des esturgeons adultes dans l'estuaire. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite pour aller dans tous les bassins où l'esturgeon était déjà présent il y a quelque temps. Je pense qu'il faut laisser mûrir ces plans. Le premier plan a bien fonctionné, le deuxième plan est en cours. Et puis, à l'issue des résultats, peut-être regarder ce qu'il en est et laisser pour l'instant, finalement, l'ADREAL Aquitaine et Migado voir si l'esturgeon peut bien se porter déjà dans leur bassin. Merci. Juste une question. Est-ce que vous avez toujours les zones de nurserie, enfin de nourricerie? Parce que nous, ça a été notre problématique sur la Loire. On a perdu l'esturgeon, mais on a aussi perdu son milieu de vie. Et donc les espoirs chez nous sont très faibles. Donc ça veut dire que
côté méditerranéen, même si ce n'est pas pour tout de suite, est-ce que déjà son habitat de vie est préservé? A priori, c'est l'étude que nous avons faite à MRM dans les années 2003. Je me rappelle que exactement ça. 2003-2006. Donc, a priori, le Rhône, oui. Oui. C'est vrai qu'on a des éléments concernant les habitats, notamment sur la partie aval du bassin rhodanien. Mais c'est ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on attendait le retour d'expérience. C'était par rapport à la stratégie qui était évoquée vis-à-vis des plages épomies. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, l'espèce n'a pas été introduite dans les 2 derniers plages épomies. C'est le fait qu'on attendait le retour d'expérience vraiment des plans sur notamment Garonne-Dordogne pour pouvoir envisager la réintroduction de l'espèce en Méditerranée avec justement tenir compte de l'évolution des habitats. Donc on a des informations qui datent maintenant de plus de 10 ans, donc qui mériteraient aussi d'être potentiellement réactualisées, mais on ne l'oublie pas, et effectivement, ça a été à juste titre relevé par la CRMNA. Et à mon avis, je pense que pour le plage épomis suivant, peut-être que c'est quelque chose qui sera concrètement à envisager en termes de stratégie d'action, étant donné qu'on aura effectivement un retour d'expérience beaucoup plus probant sur les plans qu'a évoqué Bénédicte. On avait Eric, une question. Oui, bonjour à tous. Eric Fintin, donc professeur au Muséum d'histoire naturelle, basé à Dinard. Donc, je travaille sur les poissons migrateurs depuis un certain nombre d'années. Merci pour les présentations que j'ai trouvées vraiment très instructives. Et j'ai une interrogation générale, c'est que finalement, dans ce qui a été présenté sur les actions, on va dire locales, même si le local est d'une très grande surface, pour ce qui concerne notamment le Rhône, j'ai été frappé par 2 choses. C'est qu'on parle de poissons migrateurs diadromes, et puis les actions en mer, finalement, elles apparaissent pas dans vos projets. Alors je sais bien que c'est compliqué parce que c'est en dehors des compétences du territoire dont vous avez la charge, mais n'empêche que quand on constate qu'un migrateur décline, que ce soit la lamproie ou surtout la lauze, eh bien, il faut absolument s'interroger sur ce qui se passe au niveau des nourriceries, des zones d'alimentation en mer. Or, on sait qu'il y a des captures accessoires d'alozon, notamment, sur les zones d'alimentation. Et ça, je suis vraiment frappé qu'il n'y ait pas plus de réflexion sur le milieu marin. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, alors il y en a 3 choses. La deuxième, c'est que je suis également frappé quand je vois quand j'entends que la qualité de l'eau s'améliore. Ce qui est une chose, c'est vrai, quand on prend les indicateurs que vous avez cités, évidemment, ça s'améliore, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quand on s'intéresse au niveau de contamination des poissons diadromes, notamment pour ceux qui sont catadromes, c'est-à-dire qui vont grandir, c'est l'anguille qui va grandir en rivière, ou le flé plus bas en aval, eh bien, ou bien l'esturgeon qui n'est plus là, mais qui passe un peu plus de temps dans les cours d'eau, en tout cas dans les estuaires, eh bien, c'est une autre histoire. On a pu montrer à l'échelle européenne que la contamination des anguilles est le facteur majeur qui intervient dans l'explication de ce qu'on appelle les traits de vie, c'est-à-dire la taille à l'argenture, l'âge à l'argenture, mais j'en reparlerai demain, donc je ne rentre pas dans mon exposé de demain, mais c'est important de le dire aujourd'hui, parce que je trouve qu'il ne faut pas trop vite considérer que ça va mieux au niveau de la qualité de l'eau, peut-être, mais pas de la qualité des poissons. Et le problème, c'est que vous savez tous, nous savons tous, qu'il y a un foisonnement de contaminants qui ne cesse d'arriver sur le marché, et il faut en tenir compte. Vraiment, il faut en tenir compte. Et puis la dernière chose, c'est que concernant la connaissance sur les populations de poissons migrateurs, eh bien, je pense que malgré les efforts qui sont faits, qui sont considérables, et je salue les travaux qui ont été faits, mais on est encore très loin
d'avoir une bonne image de la population, des populations de poissons migrateurs à l'échelle du bassin. Et il ne faut pas baisser la garde, il faut mobiliser toutes les énergies, tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent être intégrés dans cette réflexion d'une manière résolument constructive. Et aujourd'hui, je sais que sur le Rhône, on a notamment une très mauvaise connaissance de la population d'anguilles, alors qu'on a des données qui existent et qui ne sont pas traitées, notamment avec l'INRAE et l'Université de Lyon, des données historiques qui remontent aux années 70, qui sont issues de la pêche électrique, mais qui n'expliquent pas tout. Et il va falloir se concentrer sur les connaissances qui sont à acquérir pour mieux gérer. Et enfin, dernier petit commentaire, j'ai été très intéressé par l'ensemble, bien sûr, de la communication qui a été faite sur la tête. Et surtout, la dernière diapo m'a interpellé parce qu'on se rend compte qu'on a du mal à avoir l'argent. 142 millions, si j'ai bien compris, à l'échelle du Rhône, je trouve que ce n'est pas beaucoup, en fait. Et on a du mal à avoir les finances pour faire ce qu'il faut. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a des projets qui se font sans arrêt, notamment le pont qui va être restauré. Et il faut absolument, et vous l'avez dit, mais qu'il y ait une réflexion sur l'ingénierie de conception en amont des projets qui intègrent les besoins de la biodiversité. Et aujourd'hui, on continue à faire des ponts qui sont des murs en béton et dans lesquels on n'intègre pas du tout la réflexion de la biodiversité. Et il faut que cette ingénierie se développe. Voilà, c'était tout mes commentaires. C'est pas forcément... mais le côté financement, c'est-à-dire... puis tu le disais aussi, Marine le disait aussi, on manque de financement et il faut monter un live pour pouvoir faire notre boulot. C'est quand même dingue aujourd'hui. Voilà. Donc je trouve que les financements sont extrêmement modestes. Hein, voilà, c'est tout. Je vais répondre à un certain nombre de ces informations. Je vais commencer par la fin. Quand même, 500 millions sur un bassin, dire que c'est modeste, et aller expliquer ça à l'homme de la rue, enfin bon voilà, quoi. Il y a quand même... faut remettre les choses en perspective, quoi. 500 millions d'euros sur Méditerranée-Corse pour la restauration des milieux tout compris, moi je ne trouve pas que c'est modeste. Et je trouve en plus qu'actuellement la difficulté, c'est de les consommer, ces financements. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos introductifs, la ligne de programme qui sert à la restauration des milieux d'une manière générale, pendant les 3 premières années du programme, de notre 11e programme, a été sous-consommée par rapport à d'autres. Elle a été sous-consommée alors que pour un certain nombre d'opérations, le taux de subvention oscille entre 50 et 70% selon les opérations. C'est quand même des taux de subvention élevés. Hein. Dans les financements publics, un taux de financement entre 50 et 70%, c'est un taux de financement élevé. Donc malgré un taux de financement élevé, actuellement, on a du mal à consommer. Donc, il y a quand même d'autres facteurs de blocage sur le montage du dossier que la disponibilité de l'enveloppe à proprement parler. Ça peut faire le lien d'ailleurs avec ce qui était dit dans l'intervention sur la tête, avec la question du classement en liste 2. Actuellement, je ne sais pas si j'ai dû sortir tout à l'heure pour prendre un appel téléphonique, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais actuellement, avec l'évolution législative telle qu'elle est, qui met de très fortes contraintes pour le financement des effacements sur les cours d'eau classés en liste 2, je ne suis pas totalement sûr que la priorité soit d'étendre la liste 2. Parce que si on étend la liste 2, on étend aussi la zone d'application de l'amendement Moulin de la loi climat résilience qui restreint quand même très largement la possibilité de faire des effacements, quoi. Donc c'est quand même quelque chose à avoir en tête sur le cadre général, qui là n'est pas une difficulté d'ordre financière, mais qui est une difficulté d'ordre législative, qui avec donc forte restriction mise aux effacements de moulins en liste 2, mais aussi d'ouvrages avec la nécessité de prendre en compte tous les usages potentiels, ce qui peut nous emmener très loin. Sur la mer, c'est bien un sujet de préoccupation fort pour l'agence aussi. On est très présent sur la mer Méditerranée, sur la restauration des milieux en mer Méditerranée, mais évidemment dans les limites de notre compétence, et donc essentiellement sur les milieux côtiers.
pas tout à fait exclusivement, il y aurait des nuances. Mais c'est quand même très majoritairement sur les cours d'eau, sur les milieux côtiers. Donc sur les petits fonds marins, sur des habitats emblématiques que sont par exemple en Méditerranée les herbiers de Posidonie, les coralligènes, etc. Où là on a des opérations de restauration importantes. Mais évidemment pour les grands migrateurs amphihalins, c'est hors sujet. Donc on fait des choses sur la mer, mais on fait des choses dans notre périmètre administratif qui est quand même essentiellement en mer, les milieux côtiers et les petits fonds marins. On est quand même très actif aussi sur les lagunes, ce qui évidemment est à l'interface terre-mer, sont des milieux essentiels pour un certain nombre d'espèces, dont évidemment les anguilles. Et là, pour le coup, c'est un territoire tout à fait prioritaire pour nous. Sur la qualité de l'eau, je suis globalement d'accord avec vous. Je pense que c'était dit dans l'intervention d'Isabelle Eudes. Il y a eu à la fois de très gros progrès dans la qualité de l'eau par la diminution des rejets ponctuels, qui sont les rejets des grandes agglomérations et des industries, qui maintenant sont très massivement traités par des systèmes d'épuration efficaces et performants, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20-30 ans. Donc ça a conduit à de très fortes diminutions de la quantité de ces polluants dans les milieux. Mais à l'inverse, il y a effectivement un très grand nombre de substances chimiques diffuses, donc rejetées de manière diffuse dans les milieux. Il s'en met sur le marché tous les jours de nouvelles, et pour lesquelles il est beaucoup plus difficile d'agir parce que justement elles sont diffuses. Qu'il s'agisse des pesticides sur les terres agricoles, qu'il s'agisse de l'usage des médicaments humains ou vétérinaires par tout le monde, qu'il s'agisse des cosmétiques, des produits de la vie quotidienne, des produits d'entretien, etc. Enfin, il y a une quantité d'usages avec une faible... avec un usage donc extrêmement diffus sur le territoire, donc une difficulté à agir. Bon, c'est clairement la grosse priorité à venir pour la qualité de l'eau, sur lequel notamment, bien que nous souhaitions développer d'abord les actions préventives, donc la réduction de ces pollutions à la source, dans le cadre de l'évolution du programme d'intervention, on va quand même élargir les possibilités de traitement de certaines substances dans les systèmes de traitement, parce que quand on ne peut pas tout réduire à la source, il faut quand même probablement aussi épurer pour éviter que ça se retrouve dans le milieu. J'ajoute que dans ces substances, il y en a qui sont accumulatifs, les polluants, les POP, les polluants organiques persistants, dont le PCB, s'ils ont pu être rejetés il y a des décennies et pour autant ils sont encore là. Donc là, c'est même pas, on ne peut pas agir sur le rejet. Ils sont dans le milieu et ils y sont pour une durée plus que longue, voire à déterminer. Donc voilà, je pense que c'était l'essentiel. Juste pour refaire le lien sur la mer, je pense que ça serait intéressant, mais l'OFB est dans la salle, il pourrait intervenir, de replacer ça aussi dans un cadre d'action plus large, avec la mise en œuvre de la directive stratégie milieu marin, pour lequel l'OFB a une compétence plus large que les agences peuvent l'avoir sur les milieux marins dans leur ensemble. Oui, c'est ce qu'on essaie notamment de faire via le plan national migrateur amphihalin. C'est du fait de cette double compétence de l'OFB, maintenant que des organismes différents se sont associés pour créer ce grand office. C'est aussi une facilité pour nous de discuter avec nos pairs et nos collègues qui sont sur le sujet. Le lien terre-mer, c'est très important pour les migrateurs et c'est finalement la priorité du plan national migrateur amphihalin, c'est d'assurer ce continuum terre-mer et d'associer tous les grands documents de planification qui sont et en terre et en mer et d'associer aussi les différentes parties prenantes. Voilà. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit concernant la qualité des cours d'eau, il faut pas perdre de vue, et Ava, tu l'as très bien souligné, le lien qu'il y a entre la qualité physico-chimique des cours d'eau et donc des habitats avec la gestion quantitative. Il y a notamment le lien localement avec les PGRE, plans de gestion de la ressource en eau, parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir des rejets qui diminuent, mais si en même temps on a les débits qui diminuent et de multiples pompages, de multiples prélèvements de la quantité d'eau, ce n'est pas une question de quantité de polluants qui est relâchée, mais c'est une question de concentration. C'est une question de concentration des polluants dans les cours d'eau qui vont définir la toxicité pour les espèces et pour les habitats. Donc il y a vraiment ce lien qui est hyper important et qui, je pense, est un enjeu aussi de demain de la gestion, de la gouvernance des outils de gestion locale et de bassin, qui est le lien entre le plan de gestion de la ressource en eau et la qualité des milieux et des habitats.
Oui, je reprends la parole par rapport aux contaminants. Le problème, c'est qu'effectivement, on met beaucoup de moyens pour les traiter, pour traiter une fois que c'est dans la flotte, et ça, c'est bien. Mais le problème, c'est la source. C'est-à-dire que, en gros, on constate qu'il y a un certain nombre de contaminants qui sont concentrés dans les poissons. C'est des éléments traces, c'est des contaminants organiques, dont certains très anciens. On trouve toujours du DDT dans les poissons. Et donc, le problème, c'est de tracer jusqu'aux sources. Alors, on sait maintenant un petit peu mieux comment tracer, je veux dire, l'origine des polluants qui sont trouvés dans l'eau et les organismes. Mais c'est là qu'il faut agir, c'est-à-dire au niveau des sources. On les connaît, il ne faut pas se voiler la face. Mais en gros, c'est surtout, je sais qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus, mais en fait, il faut retrouver quels sont les contaminants qui sont les plus, on va dire, délétères pour les cycles biologiques des organismes qui nous intéressent, migrateurs en l'occurrence, pour ce colloque. Et une fois qu'on a identifié quels sont les principaux problèmes, c'est là qu'il faut agir à la source. Et les sources sont compliquées à trouver parce qu'elles ne sont pas toujours locales. Ça passe par les aérosols. Donc c'est un problème qui dépasse à chaque fois les frontières des bassins versants et qui nécessite que le débat soit replacé à l'échelle adaptée. Fabrice Cattelin, agence de l'eau, délégation de Montpellier. Alors tout d'abord une question par rapport au plan national qui était présenté, et notamment en lien avec deux sujets qui apparaissaient dans le plan national. La question, c'est à quel moment en fait sera fait le lien avec les territoires. Alors pourquoi la question se pose pour moi à deux niveaux, notamment par rapport à un sujet qui apparaissait, qui était sur des territoires prioritaires en termes d'enjeux et de résilience vis-à-vis du changement climatique. Donc, comment ces territoires ont-ils été identifiés et puis, par rapport au plan d'action, OK, on va avoir un plan national. Par contre, on sait très bien qu'en général, ensuite, la mise en œuvre d'un plan d'action, d'un programme national, passe automatiquement par les acteurs du territoire, très souvent. Et donc, à quel moment sera prévu cet échange-là pour pouvoir réussir à trouver des porteurs de projets, quoi. Et après, juste trois observations ensuite sur l'ensemble des présentations. Il y a aussi, je pense que la continuité, quand même, de manière générale, a fortement avancé, même si le contexte n'est pas toujours très simple. C'est souvent compliqué dans les échanges qu'on peut avoir, mais c'est quand même fortement avancé depuis la liste 2 en 2010. Parce que mine de rien, il ne faut quand même pas oublier que la réglementation sur la continuité existait déjà avant et qu'il y avait quand même, c'était une dynamique quand même assez faible. Aujourd'hui, on a quand même, par exemple, sur les côtiers méditerranéens, des linéaires non négligeables de réouverture de la continuité aux espèces. La Tête est un bon exemple, puisque avant le premier aménagement qui fermait par rapport à l'entrée de la mer, et grâce à tous les aménagements qui ont été réalisés aujourd'hui, on observe la Lauze jusqu'à Perpignan, donc on est quand même à plus de 15 ou 20 km, je crois à peu près, de réouverture. On a la même chose sur le fleuve Aude, on a aussi des choses identiques sur le fleuve Hérault, le Vidourle. Et donc après, parmi les sujets qui apparaissent aussi aujourd'hui, qui étaient présentés un peu, c'est aussi la notion de suivi, parce que la connaissance et le suivi restent importants, et donc c'est pas non plus toujours évident à trouver des porteurs sur ces sujets-là. Donc on a MRM, on a aussi les fédérations de pêche qui participent à cela, et ça c'est important aussi à signaler, parce qu'on peut toujours dire aussi, toujours pareil, que c'est important d'avoir la connaissance, mais il faut aussi quand même ensuite pouvoir porter les sujets. Et le dernier point aussi, mais je crois que ça sera abordé plus tard dans la journée peut-être, on a aussi aujourd'hui maintenant un vrai enjeu sur la fonctionnalité quand même des aménagements qui ont été réalisés, parce que on est, je dirais, de manière un peu générale, attendu aussi là-dessus en termes de résultats. Donc voilà, merci. Bon, je vais répondre à votre première question. Alors Marine a présenté tout à l'heure le PNMA avec une diapo sur le calendrier, donc c'est 3 diapos plus tard, je pense.
Voilà, c'est là. Donc en fait, puisqu'il fallait qu'elle tienne en 20 minutes, elle a tenu en 20 minutes, mais elle a laissé de côté en fait tout ce qui s'est passé en amont. Alors, tout ce qui est passé en amont, c'est important parce que ce PNMA, d'emblée, on l'a voulu consultatif, on l'a voulu aussi avec toutes les parties prenantes et tous les territoires. Donc, vous voyez en rose, là, du coup, c'est ma gauche à moi, mais c'est votre droite à vous, je crois. Vous avez les séminaires de co-construction avec constat et besoin et l'expression des grandes orientations. Donc, en fait, ces séminaires, ils se sont construits avec tous les services de l'État, avec les agences de l'eau, avec les DREAL, avec les ministères. Et puis après, on a eu un autre séminaire donc, qui s'appelle le séminaire parties prenantes, le deuxième en rose, où là, on a sollicité en fait tous les partenaires socio-économiques, mais aussi État. Donc cette consultation, elle a eu lieu au début pour savoir un petit peu vers où on voulait aller. Les orientations que Marine vous a présentées tout en haut de chaque thématique, c'est de là qu'elles sont sorties, de ces deux grands séminaires. Et puis ensuite, on a fait... alors, il y a une erreur, là, il y a marqué copile 1 et copile 2, mais en fait, c'était des copiles restreints, c'est ce qu'on appelle avec finalement juste les deux ministères qui sont nos pilotes. Et puis l'État pour un petit peu voir si ces orientations étaient faisables. Et une fois qu'on a consolidé ces grandes orientations, on est passé à l'étape de mettre en place un copil tel que tous les copiles sont, c'est-à-dire avec l'ensemble des partenaires qui ont envie de travailler sur cette thématique. Voilà, donc oui, tous les territoires ont été consultés via les services. Et puis oui, vous avez raison. Évidemment qu'il y a certaines actions qui sont des actions qui devront être déployées sur du local, mais l'ambition du PNMA, c'est pas de faire les actions du COGEPOMI et de pas reprendre ce que fait le COGEPOMI. C'est vraiment de regarder là où il y a des trous dans la raquette et de voir ce qu'on peut apporter. En plus, en ayant une vision un petit peu plus élargie, en prenant une hauteur de vue à l'échelle nationale. Donc, quand on parlait d'actions relatives à l'habitat et aux continuités, ces actions-là, en fait, l'OFB a identifié comme finalement pilote plutôt les STB, pour un petit peu identifier, au regard de ce qui se passe dans les plans locaux, comment en fait ces territoires qui sont, donc on les a appelés territoires à enjeu face au changement climatique, pouvaient être finalement, comment on peut dire, déployés. Parce que justement, ils ne pourront pas être des cours d'eau qui sont indépendants des cours d'eau qui sont déjà identifiés comme prioritaires dans les COGEPOMI. Ça, c'est une évidence. Et puis, sur les habitats et continuités, encore, il faut quand même préciser que comme on est à l'échelle nationale, on voudrait plutôt des types de sites qui soient finalement laboratoires. C'est-à-dire, on essaye des choses. Donc on met des fonds sur des sites particuliers et on voit s'ils sont reproductibles et diffusables, et ce qui est vraiment demandé en général de toute façon par la Commission européenne si on passe par le bien life. Il faut vraiment de l'innovation, du reproductible et du diffusable. Donc on essaye de se caler là-dessus, on essaye de ne rien oublier par rapport aux différents finalement fuseaux de financement qu'on pourrait avoir pour ne pas être complètement décalé. Mais voilà, pour répondre à votre question, si les territoires sont inclus, ont été présents dès le début, et on compte sur les territoires aussi pour pouvoir décliner ces options opérationnelles, mais surtout laboratoires en fait. Voilà. Peut-être juste un petit complément. Donc, je pense qu'on est tous d'accord, c'est que il y a une articulation qui est nécessaire et il faut la voir, et c'est ce qui est prévu entre ce plan national et les politiques qui sont menées dans les bassins au travers, qui sont pilotées par cette instance de gouvernance POMI qu'on appelle le comité de gestion, le COGEPOMI. Moi, ça me semble effectivement nécessaire qu'il y ait cette articulation, et ça me semble aussi nécessaire que le COGEPOMI soit aussi dans le jeu, aussi dans la boucle de toute la mise en œuvre de ce PNMA, parce que c'est quand même l'instance de gouvernance POMI du bassin,
avec des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble sur une politique qui est très partagée aujourd'hui, qui est efficace au sens où ça marche bien, pas suffisamment efficace pour les poissons migrateurs malheureusement. Voilà, donc un petit message pour dire qu'effectivement, au-delà de l'association de tous, et c'était nécessaire, et le fait qu'on doit être complémentaire entre les politiques bassins et la politique nationale, c'est dans la mise en œuvre de tout ça que la gouvernance POMI soit bien intégrée. Oui, allô, bonjour. Nicolas Stolzenberg. Moi, je suis chargé de mission au Comité national de la pêche professionnelle en eau douce. Voilà, j'avais une question importante, surtout sur le plaget POMI, mais un peu plus générale aussi par rapport aux moyens mis en œuvre pour la restauration des poissons migrateurs, et notamment de l'anguille sur l'axe Rhône. Voilà, il se trouve que la pêche professionnelle, hein, qui était présente, la pêche professionnelle des poissons migrateurs, d'une manière générale, est contrainte par un certain nombre de restrictions depuis un certain nombre d'années, notamment sur l'anguille, avec le plan de gestion de l'anguille. Et en fait, elle se retrouve à ne plus pouvoir exercer son activité sur le fleuve Rhône suite à la levée des interdictions PCB. En fait, c'est une activité qui est ancestrale, hein, qui est présente depuis des millénaires, cette pêche professionnelle ou cette pêche vivrière, hein, plutôt pêche nourricière aussi. Et on se retrouve, en fait, c'est une activité dont les champs d'activité en fait, ont été complètement pillés par les aménagements et par l'ensemble des aménagements des cours d'eau, des fleuves, les pollutions et l'ensemble des autres acteurs, hein, qui sont liés au développement de l'activité humaine sur les bassins. Donc cette pêche professionnelle se retrouve actuellement, comme je le disais, ne peut plus exercer son activité de pêche de l'anguille, mais en fait, pour nous, pêcheurs professionnels, il y a des questions quand même qui nous semblent insuffisamment traitées ou insuffisamment résolues par les politiques de gestion, et notamment le plaget POMI. En fait, au regard des connaissances disponibles actuellement, de l'état de l'art scientifique, etc., il nous semble que les progrès accomplis depuis la stratégie migrateur de 2009 sur l'axe Rhône ne nous semblent pas suffisamment justifiés ou étayés. Par exemple, concernant la restauration de la montaison de l'anguille sur l'axe Rhône, alors oui, il y a des investissements importants qui sont mis en œuvre, il y a des passes à anguilles qui fonctionnent, etc. Mais on n'a pas d'éléments pour en apprécier l'efficacité. Sur la dévalaison, écoutez, elle est très peu traitée en fait, hein, c'est traité extrêmement à la marge. La mortalité des anguilles dévalantes n'est pas traitée sur le Rhône, et on ne se pose même pas la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, alors qu'il existe des techniques disponibles et voire des moyens de compensation. Il y a également, comme le rappelait Éric Fintin, un souci sur la connaissance de l'état des populations d'anguilles sur le Rhône. Voilà, le tableau de bord du plaget POMI ne présente pas de données précises. On est dans de l'approximatif. On ne sait même pas jusqu'où les anguilles remontent. Elles ne remontent pas jusqu'à Lyon, contrairement à ce qui a pu été dit. Elles ne peuvent pas remonter naturellement, ou alors vraiment dans une quantité très très faible. Également, l'impact de la pêche professionnelle qui a été interdite n'est pas du tout évalué. On ne sait pas, il n'est pas relativisé par rapport aux autres causes de mortalité. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour la profession, qui demande que soient mis des moyens pour justifier
l'utilisation des meilleures techniques et des connaissances disponibles pour la gestion de l'anguille, sachant qu'il faut bien entendu garder que le coût soit proportionnel et acceptable. Il nous semble que les dépenses d'argent public de l'agence de l'eau, notamment, qui sont très importantes, mériteraient peut-être, sur cette question-là, devraient pouvoir être justifiées et un peu mieux étayées pour voir si elles sont bien utilisées avec la meilleure efficacité possible. Voilà. Je commence une réponse et puis peut-être que les collègues compléteront. Sur la question de la pêche, on est bien sur un PLAGEPOMI qui est un document qui va être adopté par le COGEPOMI, qui recherche l'équilibre et l'efficacité dans la politique qu'il mène. On a parlé tout à l'heure, et vous l'avez souligné, tous les efforts qui ont été faits en termes de restauration des habitats, restauration de la continuité. On a évoqué des chiffres tout à l'heure, un nombre d'ouvrages considérables qui ont été traités, et des montants d'aide de l'agence aussi qui sont évalués à 55 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. Ce qui veut dire que les efforts financiers sont bien plus vastes que ça, en fait, tout simplement. Donc on cherche bien à avoir un équilibre d'implication de l'ensemble des acteurs autour de ce projet de gestion des poissons migrateurs. Et la pêche fait partie, évidemment, des acteurs qui sont sollicités aussi pour contribuer à la restauration des stocks d'anguilles et participer aussi à améliorer les taux d'échappement vers la mer. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait quand même dire. Ensuite, le PLAGEPOMI souligne, je ne parle que du PLAGEPOMI pour les aspects plus techniques des données, peut-être Pierre pourra compléter, mais le PLAGEPOMI souligne qu'aujourd'hui, on a acquis beaucoup de données, on continue d'en acquérir, au travers des réseaux dont on a parlé tout à l'heure, le RCS, le RCA, le RSA, pardon. Et toutes ces données-là, finalement, c'est bien ce que dit le PLAGEPOMI, il est temps maintenant de valoriser l'ensemble de ces données pour rendre encore plus robustes nos indicateurs sur le suivi des populations. Et c'est tout l'enjeu aussi de la révision du prochain tableau de bord du PLAGEPOMI, dont les travaux vont commencer en 2022. Voilà. Donc effectivement, on n'est peut-être pas complètement recouvrant. On ne saura jamais tout sur les poissons migrateurs, mais en tout cas, on a des indicateurs et on cherche à avoir des indicateurs qui sont les plus robustes possibles, qui nous permettent d'évaluer des tendances sur du moyen et du long terme, de sorte à voir l'efficacité ou l'inefficacité, ça peut être dans les deux sens, des actions qui sont conduites pour pouvoir justifier des stratégies et justifier aussi des engagements des acteurs dans ce sens. Je laisse Pierre peut-être compléter sur les aspects donnés. Merci. Non, tu as très bien dit les choses. Je vais rappeler tout d'abord un des objectifs prioritaires du PLAGEPOMI en termes de suivi, c'est d'établir des indicateurs d'évolution des tendances, donc des tendances de l'État, des populations. Il est clairement affiché, c'est différent en fait de l'évaluation précise des stocks. Comme tu l'as très bien dit, on ne peut pas tout savoir sur tout, il y a des priorisations à faire et le choix a été fait effectivement de mettre en place des indicateurs de l'évolution de l'état des populations. On le verra tout à l'heure, cet après-midi, lors de mon intervention aussi. On a un territoire Rhône-Méditerranée qui est relativement vaste. Le PLAGEPOMI, ce n'est pas que le bassin versant du Rhône, c'est aussi toute la multitude de fleuves côtiers méditerranéens qui donc, bordent la Méditerranée. Il y a des priorisations qui ont été faites et vis-à-vis de cette largeur de territoire, des contextes locaux différents, voilà, le travail de mise en place d'indicateurs, il est costaud. C'est vraiment un gros chantier qui a été initié dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs. Donc il y a des ateliers de travail
qui travaillent justement sur la valorisation des données existantes, sur leur robustesse, sur leur pertinence et comment les mettre en valeur et quel message diffuser au travers de ces données-là. Donc ça, c'est un travail qui est fait dans le cadre de l'Observatoire des poissons migrateurs, qui est l'outil, l'interface quelque part de la restitution des données issues de la mise en œuvre du plagiat-POMI. Donc, pour revenir sur le Rhône, hein, c'est vraiment le territoire qui a été ciblé par la question, il y a effectivement 3 premiers aménagements du Rhône, CNR, donc, qui sont équipés de passe-pièges à anguilles, qui donnent un indicateur, et ça on le voit au travers de l'analyse des données, qui est représentatif du recrutement du bassin rhodanien. On est vraiment à la porte d'entrée du Rhône. C'est représentatif du recrutement en anguilles du bassin du Rhône. Donc ça, c'est quelque part, ce recrutement-là, c'est la restitution quelque part de l'état de la population. Le stock, enfin c'est pas le stock, c'est vraiment l'évolution de la quantité de civelles qui remontent, qui rentrent dans le Rhône. C'est représentatif de l'état de la population de Méditerranée. Alors quand je dis que c'est représentatif, c'est que ça complète les autres indicateurs de recrutement que l'on dispose sur le bassin Rhône-Méditerranée. Je pense notamment à la lagune du Vacarès. Et bon, je vous invite à ceux qui le souhaitent à participer aux ateliers observatoires que l'on conduit maintenant chaque année MRM pour justement travailler sur ces indicateurs-là. Mais on a montré que concernant le recrutement, eh bien, cet indicateur-là était robuste et collé complètement avec les autres descripteurs qu'on a, notamment sur la lagune du Vacarès, voilà, où les tendances elles sont vraiment les mêmes. Donc il y a cet aspect indicateur qui est relativement robuste en termes de recrutement. Et puis il y a effectivement les données de pêche existantes qui ont été soulignées par Eric tout à l'heure. Il y a des données qui existent, historiques, des données de suivi qui existent, qui à ce jour ne sont pas valorisées, c'est vrai. On parle notamment du RCS-RSA, et ça a été justement souligné par le projet de plagiat-POMI. C'est un des objectifs du projet plagiat-POMI 2022-2027 que de travailler sur la valorisation de ces données, leur intégration et la mise en place d'un indicateur de reconquête des milieux, notamment sur les fleuves côtiers méditerranéens, encore une fois, et puis le bassin du Rhône. Voilà. Donc, au final, l'objectif, c'est bien d'avoir une vision la plus pertinente possible avec les moyens dont on dispose, parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout faire et tout suivre partout. Et cette stratégie-là, elle a été construite de façon collégiale. Il y a eu des ateliers de travail qui ont été menés dans le cadre de la construction du plagiat-POMI, à laquelle l'ensemble des partenaires a été convié et a participé. Il y a eu une forte mobilisation autour de ce projet-là et qui a conduit justement à la proposition de dispositifs de suivi 2022-2027 telle qu'elle existe aujourd'hui. Et juste pour compléter par rapport à la pêcherie professionnelle, il y a un indicateur qui nous semble, et je pense que ça on le partage de façon très collégiale, qui semble très important en termes justement de l'état du stock d'anguilles sur le bassin du Rhône, c'est la dévalaison. Et il y a un projet notamment en lien avec les pêcheurs professionnels qui est de mettre en place des filets guidots tels qu'ils sont mis en place sur la Loire. Donc c'est pour l'instant un projet en cours de construction qui sera, on l'espère, s'il aboutit, un indicateur très pertinent justement sur la productivité du milieu en anguilles argentées, qui intègre quelque part un petit peu toutes les pressions qu'il peut y avoir sur la population d'anguilles. À savoir, ça intègre l'aspect recrutement, donc, et également croissance et survie des individus au cours de leur vie continentale, production d'anguilles argentées, dévalaison, en lien avec aussi les mortalités, avec les aménagements hydroélectriques. Et donc, on a beaucoup d'espoir sur la mise en place d'un tel indicateur qui serait vraiment une véritable plus-value sur le bassin du Rhône. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Bonjour à tous. Je vous remercie pour toutes ces présentations. Je me présente, je suis Bertrand Chalut, donc, de la Compagnie nationale du Rhône. Je suis porteur de projet d'ouvrages de continuité. Donc j'ai une question malgré tout de néophyte en matière de connaissance des comportements ou des populations des migrateurs. On a noté et on note sur les ouvrages de continuité qu'on réalise, qu'on conçoit, qui sont des ouvrages pour la plupart multi-espèces, effectivement qu'il y a des grosses populations d'anguilles qui remontent, donc c'est très satisfaisant, enfin, de ce que j'ai pu observer. Concernant les aloses, effectivement, il y en a un petit peu moins, et on a souligné que pour la lamproie, par contre, il y avait vraiment un gros problème, en tous les cas, un dénombrement bien moins élevé, voire très peu d'observations, voire pas d'observations sur la lamproie. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les passes qu'on réalise sont inefficaces, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et du coup, c'est un ensemble de choses, je pense, qui font qu'on observe peu ou pas de lamproie. Et la question est toute bête, c'est je voulais savoir tout simplement s'il y a eu un diagnostic qui a été fait. On a parlé tout à l'heure de l'état des populations à l'interface fleuve-mer. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été mené? Est-ce que l'enjeu en vaut la peine, quitte à choquer peut-être certaines personnes dans la salle? Mais j'ai noté que le pêcheur professionnel parlait plus d'anguilles que de lamproie. Et est-ce que c'est en projet? Est-ce que ça existe déjà, mais ça mérite d'être complété? Puisque j'ai également noté qu'au niveau de la connaissance, il y avait encore une bonne marge de progression sur tout ça. Voilà. Et puis j'imagine que ça fait quand même un moment qu'il y a un bon nombre de plans d'action qui sont menés, qu'on peut saluer, je pense aussi aujourd'hui ici. Et la question, oui, c'est vraiment est-ce que l'enjeu en vaut la peine? Et deux, est-ce que finalement on a déjà un pré-diagnostic qui a été réalisé par rapport à ça? Bon, je pense que je vais apporter un petit élément de réponse. Donc, pour recontextualiser l'état de la population de lamproie, c'est depuis 10 ans, comme dirait Jean-Marie Bigard, l'encéphalogramme de la grenouille, c'est-à-dire que c'est plat et proche de zéro. On est à quelques individus observés qui sont par an. Quand on arrive à en observer de manière, j'ai envie de dire, certifiée, je pense notamment vidéocomptage, photos à l'appui. Pour l'instant, ce sont des observations, des témoignages de capture qu'on prend aussi en compte. Mais quand on arrive à le certifier, on est content. Donc voilà, la population de lamproie marine en Rhône Méditerranée, elle est en état critique. Elle est vraiment en état critique d'extinction. Donc pour l'instant, la stratégie, c'est de renforcer les moyens pour pouvoir recueillir des informations de présence. Donc c'est une veille, c'est clairement une veille sur le bassin Rhône Méditerranée qui se concrétise par tout le dispositif qui existe pour les autres espèces, notamment vidéocomptage. Également citer le réseau ADN environnemental qui est déployé sur l'ensemble du bassin pour espérer recueillir des informations de présence ADNE de lamproie, en tout cas sur certains secteurs clés favorables à la reproduction. Il y a aussi des prospections visuelles sur les frayères potentielles, donc c'est-à-dire les secteurs favorables à la reproduction sur lesquels notamment on sait qu'il y a eu de la reproduction historique, donc assez en aval sur les bassins versants. Donc le réseau de suivi, il n'oublie pas la lamproie, il renforce même les moyens, mais j'ai envie de dire, le diagnostic, il est difficile aussi à établir dans le sens où on a au zéro individu, on est à 1-2 individus, donc faire des actions de connaissance spécifiques sur l'espèce, c'est difficile parce qu'il nous faudrait des sujets. Donc il y a ça. Après, je vais souligner aussi le fait qu'il y a eu une tentative de construction d'un LIFE
l'emploi à l'échelle Méditerranée avec des confrères, des structures scientifiques qui sont en Espagne et en Italie. Et ce projet-là, il y a une tentative de relance actuellement, notamment via le PNMA. Je sais qu'ils ont essayé de prendre contact avec l'OFB en ce sens, pour pouvoir justement essayer de faire un diagnostic de l'état des connaissances et des enjeux en Méditerranée. Voilà, avec pour perspective long terme, pourquoi pas envisager la faisabilité d'une réintroduction de l'espèce sur le bassin. Voilà, donc il y a quelque chose qui potentiellement va se construire en ce sens, mais une des questions phares que l'on se pose et qui va régir un petit peu les démarches pour la suite, c'est est-ce que la lamproie marine qui est présente en Méditerranée, c'est la même espèce génétiquement, est-ce qu'elle est proche de la lamproie de souche atlantique? En fait, voilà, cette question-là, elle va régir la faisabilité d'une éventuelle réintroduction via des individus de la façade atlantique en Méditerranée. Voilà, donc il y a un enjeu réintroduction, connaissance de l'état de la population qui est vraiment en état critique actuellement, mais un réseau de suivi qui reste en place. Merci. Je ne sais pas si... Oui, ça marche. Bonjour à tous et à toutes. Pascal Roche, donc de l'OFB. Je suis un responsable de l'unité bassin à l'OFB pour le Rhône, pour le bassin Rhône-Méditerranée. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Enfin, un double commentaire. Un sur la lamproie marine. En fait, ce qui s'est passé sur le bassin du Rhône, c'est que les aménagements, les différents barrages qui ont été construits sur le Rhône ont assez rapidement fait disparaître l'accès aux frayères et noyé un très grand nombre de frayères pour la lamproie marine. Et au final, à partir des années 70, la lamproie marine ne pouvait accéder plus qu'au Gardon, qui était à l'aval du premier barrage, donc l'aménagement de Valabrègue. Et pour l'accès au Gardon, il y avait un seuil sur le Vieux-Rhône à Beaucaire et un seuil à l'entrée du Gardon. Donc c'était uniquement en condition de hautes eaux que les lamproies pouvaient accéder. Donc le déclin de la population, il est déjà ancien, et je pense que les problèmes de continuité aujourd'hui, ils sont pris en compte pour cette espèce, mais on arrive un petit peu tard, je pense, sur le bassin. Ceci étant, on les prend en compte puisque, par exemple, au niveau des écluses de navigation, quand les premiers plans migrateurs ont commencé, on s'est intéressé à la lauze, mais pas à la lamproie. Or, la lamproie marine migre essentiellement la nuit, et les éclusées qui ont été mises en place spécifiquement pour la lauze étaient des éclusées diurnes. Donc, les aloses restaient bloquées à ce niveau-là. Ça, c'était pour la lamproie. Maintenant, en ce qui concerne l'anguille, en termes de stratégie, lorsque les premiers plans migrateurs ont été faits, et en lien aussi avec les SDAGE, il y avait des ambitions dans le premier SDAGE Rhône-Méditerranée très importantes et assez irréalistes de mon point de vue sur le gain de linéaire possible pour ces espèces. Et effectivement, à cette époque, mais alors ça remonte aux années 90, on prenait très mal en compte la dévalaison, la possibilité de dévalaison. Et nous, on a fait un calcul sur les risques de mortalité dans les turbines hydroélectriques du Rhône, et on s'est vite rendu compte que ça ne servait à rien de faire monter l'anguille jusqu'à ses limites historiques, qui étaient du côté du lac, du côté d'Aix-les-Bains, puisqu'il y avait une chute naturelle sur le Rhône un petit peu en amont. Et on a proposé de limiter la zone d'action anguille, et donc zone d'action à long terme, à péage de Roussillon, donc ça fait à peu près 250 km de fleuve sur les 500 qu'il y a jusqu'à la Suisse. Tout ça pour limiter le nombre d'usines à passer en dévalaison.
sachant que sur les grandes turbines du Rhône, on n'est pas à ce jour capable de proposer des solutions qui soient réalistes en termes économiques, parce qu'il faudrait complètement refaire les usines hydroélectriques. Du coup, la stratégie de limitation de l'anguille vers l'amont, elle visait à privilégier l'accès aux affluents et à un certain nombre d'affluents, et prenait aussi une deuxième problématique en compte, d'une part les risques de mortalité en dévalaison, mais aussi les pollutions dont on a parlé tout à l'heure, ces pollutions qui finalement affectent la survie de l'anguille, puisqu'à la différence des autres espèces amphihalines sur le bassin, elle reste longtemps en rivière. Donc si elle reste longtemps dans le Rhône, qui est quand même l'axe le plus pollué sur le bassin, et tout le monde connaît la présence des PCB sur le bassin, et l'anguille est un poisson qui accumule beaucoup les PCB. Les PCB ont un effet très important négatif sur la reproduction, sur les capacités de reproduction. Du coup, on avait tout intérêt à privilégier l'accès aux affluents, en sachant que les affluents sur le bas et le moyen Rhône sont quand même assez peu pollués, en tout cas en PCB, un peu plus en matière de pesticides pour les bassins qui sont très viticoles, où on a beaucoup d'agriculture. Mais d'autre part, on n'a pas beaucoup de grosses usines hydroélectriques sur ces bassins, ce qui permet de traiter la dévalaison par des griffines, ce qui est fait à chaque opportunité, et notamment dans le cadre des listes 2. Donc, je voulais juste préciser cette stratégie pour l'anguille qui prend bien en compte, depuis le deuxième stage, les problématiques de dévalaison et les problématiques de polluants et de micropolluants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les micropolluants, ce n'est pas seulement les PCB et le mercure, il y a beaucoup de polluants émergents, mais ils sont surtout, les origines sont surtout au niveau des villes, des grandes villes. Donc là aussi, éviter aux anguilles de rester trop dans le Rhône, c'est quand même aussi une stratégie qui est payante. Si on peut accéder à des affluents comme la Drôme, l'Ardèche, le Gard, la Cèze, tout ça, pour l'anguille, c'est des milieux très intéressants, puisqu'ils sont moins pollués. Et puis, je n'oublie pas les fleuves côtiers. On a eu un exposé sur la Tête. Les fleuves côtiers, et pas seulement les axes. Quand on parle de la Tête et de la dégradation de l'habitat dans la Tête, il faut penser que la continuité sur l'axe Tête, il est très important pour accéder aux affluents de la Tête, dans lequel on n'a pas forcément les mêmes dégradations. Et l'anguille est un poisson qui peut coloniser beaucoup de petits cours d'eau. Et c'est comme ça qu'on peut aussi avoir des gains d'habitat sur des zones de qualité correcte. Avec bien sûr un bémol pour toutes les zones de viticulture, et en espérant que l'agriculture biologique se développe pour que ces zones soient moins polluées. Merci. Donc, il est midi passé. Donc, je vous propose que nous arrêtions là les échanges. Donc, je vous invite, si vous avez des questions complémentaires pour les intervenants, à profiter de la pause déjeunatoire pour les interpeller et leur poser toutes vos questions. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h30 pour la suite des exposés.